Alors, le change de devise, c'est une opération que beaucoup de gens font tous les jours, que ce soit pour partir en voyage ou pour des raisons professionnelles. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans la finance islamique, cette transaction, qui semble toute simple, est en fait encadrée par des règles bien précises. Le but, c'est de s'assurer que tout soit équitable et d'éviter l'usure. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par un terme clé. As-sarf. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le terme juridique en islam pour le change de monnaie. Et la première chose à savoir, c'est que c'est tout à fait autorisé. Mais, attention, ce n'est pas sans condition. Pour qu'un échange de devises soit valide, il y a des règles très claires et surtout obligatoires à respecter. Voici un peu le programme de cette analyse. On va d'abord définir as-sarf, ensuite on verra les deux grandes règles, la première quand on échange la même devise et la seconde quand les devises sont différentes. Après ça, on va se pencher sur un concept vraiment central, le takraboud, et enfin, on verra comment tout ça s'applique concrètement aujourd'hui avec nos transactions modernes. Allez, on commence avec le premier cas de figure, celui qui peut paraître le plus simple, l'échange d'une monnaie contre exactement la même monnaie. Oui, ça peut sembler un peu étrange. Pourquoi échanger un dirham contre un dirham ou un billet de 10 euros contre un autre billet de 10 euros? L'intérêt n'est pas évident, c'est vrai. Mais ce cas de base est super important parce qu'il nous permet de poser les principes fondamentaux. Pour que cet échange soit valide, il y a deux conditions vraiment strictes, non négociables. La première, c'est le tamafoul, c'est-à-dire l'égalité parfaite. On ne peut pas échanger 10 euros contre 11 euros. C'est 1 pour 1. Point final. Et la deuxième, tout aussi cruciale, c'est le takaboud, la possession immédiate. L'échange doit se faire sur le champ dans la même session. Et cette règle ne sort pas de nulle part. Elle se base sur un hadith très connu qui dit clairement de ne pas vendre de l'or contre de l'or ou de l'argent contre de l'argent, qui étaient les monnaies de l'époque, sauf si c'est à poids égal et main à main. L'idée derrière, c'est d'empêcher tout profit qui viendrait d'un simple échange sans aucune création de valeur. Et ça, c'est la définition même de l'usure, ou riba. Ok, maintenant passons au deuxième scénario, celui qu'on rencontre beaucoup plus souvent. L'échange de devises différentes. Par exemple, des dollars contre des dirhams. Ça, c'est la situation classique de n'importe quel bureau de change. On arrive avec une devise et on veut en repartir avec une autre. Ici, les règles vont être un peu différentes. Ce tableau comparatif est très parlant. Regardez bien, la condition d'égalité, le tamathul, eh bien, elle n'est plus exigée. C'est tout à fait logique puisque les monnaies n'ont pas la même valeur et que les taux de change varient. Échanger 1000 dirhams contre 270 dollars par exemple, c'est OK. Mais, et c'est le point le plus important, remarquez que la possession immédiate, le takaboud, elle, reste absolument obligatoire. On voit donc que le vrai point central, c'est ce fameux takaboud. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire possession immédiate dans un monde où on ne s'échange plus forcément des billets de la main à la main? En fait, les juristes musulmans modernes ont fait une distinction très intéressante. Il y a la possession réelle, haqiqi en arabe, ça c'est l'échange physique d'argent. Et puis il y a la possession constructive, ou hukmi. C'est un concept fondamental aujourd'hui qui dit que certaines actions modernes sont l'équivalent juridique d'une prise de possession physique. Et cette image l'illustre parfaitement. Un virement bancaire instantané, où l'argent part d'un compte et arrive sur l'autre en quelques secondes, est un excellent exemple de possession constructive. L'effet est exactement le même que si on s'était échangé des billets, la propriété de l'argent a été transférée immédiatement. Alors concrètement, qu'est-ce qui compte comme une possession constructive? Eh bien, il y a les virements instantanés, bien sûr, mais aussi un dépôt direct sur un compte ou même l'encaissement d'un chèque. Le critère décisif, c'est que l'opération doit être finale et donner un contrôle immédiat sur l'argent. Pas besoin de toucher physiquement les billets. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons comment tout ça se traduit dans des situations financières du quotidien. Ce tableau résume vraiment bien la situation. Ce qui est permis, l'échange au comptant, que ce soit au guichet ou via un virement instantané. Une simple promesse, du genre « si le taux est bon demain, je repasse », c'est aussi permis parce que ça n'engage à rien. Par contre, ce qui est clairement interdit, ce sont les contrats à terme, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un prix aujourd'hui pour un échange qui aura lieu plus tard. C'est ce délai entre le paiement et la réception qui pose problème et qui rend la transaction invalide. Donc, pour résumer, on peut retenir deux règles d'or. Si on échange la même devise, il faut l'égalité et la possession immédiate. Si on échange des devises différentes, l'égalité n'est plus nécessaire, mais la possession immédiate, qu'elle soit physique ou constructive, reste la condition sine qua non.
Et cette citation finale nous rappelle pourquoi c'est si important. Le respect de ces règles, ce n'est pas juste une question de formalité, c'est une protection, une manière de s'assurer que les transactions restent justes et qu'on ne tombe pas, parfois même sans le savoir, dans une forme d'usure. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question de réflexion. Dans notre monde numérique où tout va à toute vitesse, comment est-ce qu'on s'assure que l'esprit de cette règle, l'idée de l'échange main à main, est toujours bien respecté? C'est un vrai défi, qui nous oblige à connecter un principe financier très ancien à notre réalité technologique de tous les jours.